Bonjour, bonjour. Donc, bon retour tout le monde. Nous voici, non pas à la fin de l'après-midi, parce qu'on va commencer à accélérer le tempo en vous montrant des choses extraordinaires. Mais il n'en reste pas moins que nous en sommes à notre quatrième et dernier panel de l'après. La journée a passé vite, hein? Bon, avez-vous trouvé ça, vous aussi? Est-ce que ça a passé rapidement? Bon, avez-vous du fun? Parfait. Excellent. Alors, écoutez, quatrième panel, donc, et je suis ravie parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, mais jusqu'ici, on a dégagé beaucoup de fils de cette pelote qui est la découvrabilité de cette pelote de laine. Là, voyez-vous, c'est comme si on avait commencé à dégager beaucoup de fils, puis on va commencer à les attacher ensemble maintenant pour essayer de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, en fait, donc, d'augmenter la découvrabilité des contenus. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter nos prochains panélistes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter juste par nom et société comme ça, mais je vous donnerai la parole à tour de rôle pour que vous puissiez nous présenter un peu, donc, ce que vous faites un peu plus précisément. Dans cette quatrième table ronde, donc, on s'est laissé sur la table précédente, vous vous rappellerez sur le panel précédent, on s'est laissé sur écoutez, la donnée d'usage, c'est très important, évidemment, pour accroître notre intelligence et notre compréhension, en fait, de nos utilisateurs, etc. L'importance aussi de la rattacher quand même à la bonne description et aux bonnes métadonnées en amont pour s'assurer, évidemment, qu'on a besoin de la qualité à l'entrée du système pour avoir de la qualité à la sortie du système, n'est-ce pas? Si on veut que tout ça soit valable. Fort bien, on a un peu parlé d'indicateurs, mais là, on va aller un peu plus loin, puis on va se poser la question, justement, vous faites tout ça, vous mesurez. Donc, qu'est-ce qu'on mesure lorsqu'on mesure la découvrabilité des contenus, lorsqu'on mesure justement les expériences, les contenus et tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un petit peu ça qu'on va interroger lors de ce quatrième panel avec M. Christian Roy. Tout au bout de la table, vous êtes consultant fondateur de l'entreprise A10S. Vous nous expliquerez un peu plus ce que vous faites. Madame Lucille Niort, bonjour. Analyste en intelligence d'affaires, donc, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ. Bonjour. Monsieur Steven Talbec, bonjour. Vous êtes cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Harvester et que vous allez nous présenter dans un instant. Et je termine par vous, mais je vous relance aussitôt. Julie Knib, bonjour. Vous êtes présidente directrice générale de Music Tomorrow. Alors écoutez, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Expliquez-nous ce que vous faites. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc nous, à Music Tomorrow, on fait du SEO sur les plateformes de streaming musical. Voyez ça vraiment comme du référencement. Donc en fait, on travaille avec les labels pour rendre leurs artistes plus visibles au sein des algorithmes de recommandation. Et donc plus visible, ça veut dire vraiment avec plus d'impressions au sein de radio, d'autoplay et d'écoute algorithmique. Donc concrètement, ça veut dire que les labels avec qui on travaille, on leur fournit deux choses. On leur fournit des tableaux de bord qui permettent de décrypter en fait comment, je vais revenir après dessus, ne vous inquiétez pas, mais des tableaux de bord analytiques qui leur permettent de décrypter comment un artiste a été classé en fait par les algorithmes de recommandation. Et ensuite, on leur fournit ce qu'on appelle des playbooks, donc en fait des petits modes d'emploi au cas par cas qui leur permettent de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces données. Dans les grandes catégories de comment est-ce qu'on travaille en fait une stratégie de référencement sur ces plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, etc. Donc il y a plusieurs leviers. Une fois qu'on a compris le positionnement algorithmique d'un artiste, c'est comme quand on a compris en fait sur quel créneau on veut se positionner sur Google, on n'a plus qu'à dérouler une stratégie, donc un ensemble de bonnes pratiques et de stratégies. Et donc, ces ensembles de bonnes pratiques, ça peut passer évidemment par des aspects techniques, par exemple, du choix de métadonnées qu'on utilise, du choix de l'angle sur lequel on va choisir de pitcher une chanson auprès des équipes éditoriales des services. Mais c'est souvent pas le levier le plus efficace sur des plateformes comme Spotify. Et les leviers en fait, qui sont les plus efficients pour développer sa découvrabilité sur ces plateformes-là, c'est plutôt les leviers de marketing et de ce qu'on appelle A&R, donc de direction artistique. Donc auprès de quelle audience on choisit de marketer son artiste
Et comment est-ce qu'on choisit, par exemple, une chanson qu'on va promouvoir, ou comment est-ce qu'on choisit une collaboration entre artistes, ou comment est-ce qu'on évalue l'impact d'une collaboration entre artistes. Donc, pour la petite histoire, c'est notamment une collaboration qui m'a donné l'idée de ce projet, parce qu'en fait, c'est la directrice marketing d'un label qui est venue me voir et qui me dit, voilà, on a ce très grand rappeur en France qui a fait un featuring avec une chanteuse émergente sur TikTok. Et en fait, on pensait que les deux allaient bénéficier mutuellement de l'exposition à leurs audiences respectives. Et en fait, pas du tout. Et donc, à l'époque, comme j'avais supervisé l'expérience de recommandation et de personnalisation chez Deezer, elle m'a dit, Julie, est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce qu'on a fait un flop comme ça ? Et donc, j'ai fait une analyse du positionnement des artistes avec ma connaissance des algorithmes, etc. Et donc, je lui ai donné les clés pour comprendre pourquoi est-ce que ces artistes et pourquoi est-ce que la collaboration, elle n'avait pas fonctionné. Donc, en l'occurrence, sans surprise, on pouvait avoir l'intuition de ça, c'est qu'il n'y avait aucune audience en commun entre les deux. Donc, et comme les algorithmes cherchent des patterns à analyser, quand il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de pattern. Donc voilà. Mais bon, l'analyse de données que j'avais faite à l'époque à la main, voilà, le résultat, là, on est quelques années plus tard, mais en fait, c'est l'automatisation de tout ça. Et donc, très concrètement, notre plateforme, les modèles de données derrière cette plateforme, c'est des algorithmes qui décryptent en fait les algorithmes de recommandation. Donc la plateforme, les tableaux de bord de données, en fait, les données qu'on montre, notamment donc comment l'article a été classifié, les données concrètement qu'on fournit, c'est avec quel écosystème d'artistes vous êtes recommandé. Et donc là, c'est l'exemple d'un rappeur qui s'appelle Joji, qui a commencé sa carrière en tant que en fait, influenceur sur YouTube. C'était des vidéos d'humour à la base, et après, petit à petit, il est passé dans la musique et dans le hip-hop R&B. Et donc, quand on regarde son écosystème algorithmique, quand on regarde, donc vous avez le Joji au milieu, mais chaque cercle, c'est un artiste avec lequel il est connecté. Quand on regarde à qui il est connecté, à quelle niche algorithmique il est connecté, il est recommandé auprès d'autres artistes du rap viral. Il est recommandé auprès d'autres artistes du rap, mais plutôt chill R&B, qui ressemble plutôt en termes d'audio à la musique qu'il fait. Et on voit en fait toutes les bulles, toutes les niches auxquelles il est associé. Ce qui aurait permis à votre ami de faire un meilleur jumelage, peut-être, en amont. Exactement. Ça aurait permis, par exemple, si à l'époque, ils avaient généré ces cartes-là, ils auraient pu voir, par exemple, qu'il n'y avait rien en commun. Donc, faire l'anticipation que si les artistes ont envie de collaborer, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que c'est un travail supplémentaire de marketing derrière si on veut avoir de l'amplification. Et le nerf de la guerre pour les labels, c'est rentrer dans des playlists comme Release Radar, Discover Weekly, etc. Et ce qui est plus compliqué, en fait, ces playlists, elles sont plus difficiles à obtenir s'il n'y a pas ce maillage commun entre les artistes. Donc voilà. Donc après, le travail des labels, c'est de définir si ces positionnements, les données, c'est juste des données. Donc après, à eux de définir la stratégie de positionnement. Est-ce que ces niches algorithmiques, elles sont pertinentes, etc. Donc on a là, cette plateforme, elle est sortie il y a à peu près 1 an maintenant. Et donc, on a travaillé avec un certain nombre de labels de toute taille, en fait, puisque moi, j'avais cette théorie de comment est-ce qu'on influence les algos, mais évidemment, il fallait les mettre en pratique. Et donc là, cette année, je suis contente parce qu'on a les premiers résultats de ces stratégies de référencement, qui sont donc des stratégies de long terme. Donc, on est à l'opposé d'une stratégie marketing où on va investir un certain nombre d'euros sur Meta et puis on va voir tout de suite un résultat. Là, c'est vraiment à long terme, comment est-ce qu'on se positionne sur les bonnes audiences pour aller rayonner. Et effectivement, en choisissant des niches stratégiques pour les artistes et en orientant les stratégies marketing et direction artistique et en faisant les bons pitchs et avec les bonnes métadonnées, on voit effectivement qu'on arrive bien à faire progresser. Donc après, ça dépend en détail des artistes, mais on voit bien qu'on arrive à faire progresser les volumes de stream issus des algorithmes sur ces artistes-là. Donc voilà. Très intéressant, merci beaucoup. Par curiosité, quand vous dites, en fait, influencer le référencement, c'est vraiment, je l'entends bien, évidemment, l'action que peut prendre l'éditeur ou le producteur ou le créateur-éditeur de contenu pour optimiser, si vous voulez, son positionnement. Mais est-ce que la plateforme, elle, de son côté, est-ce que... En fait, c'est une façon d'influencer ses algorithmes, autrement dit. Exactement. En retravaillant. Tout à fait. C'est comme ça que vous influez le référencement sur une plateforme sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, mais
C'est en travaillant à travers leurs algorithmes, c'est en comprenant comment les algorithmes fonctionnent. C'est ça, c'est en ayant la connaissance de comment les algorithmes fonctionnent. Et en l'occurrence, les algorithmes analysent des patterns de quelles sont les audiences qui renvoient des signaux positifs. Donc, concrètement, en marketant sur les bonnes audiences, au sens les audiences qui ont des bons taux d'engagement, ce qui est notre travail, c'est ce qu'on donne comme data sur la plateforme. Du coup, on permet aux labels de mieux comprendre leurs audiences, en fait, tout simplement. Et en plus, de mieux cibler leurs parler efforts. le même langage que l'algorithme. Exactement. Ouais. OK, parfait. Merci beaucoup. Steven Talbec, bonjour. Donc, je vous laisse nous présenter Harvester. Ah non, tu gardes le... Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. En fait, c'est assez rigolo parce que la dernière fois que je suis venu ici à Montréal, c'était il y a 4 ans et c'était pour présenter un modèle complètement théorique de mesure de la découvrabilité. Et c'est assez rigolo parce que je viens ici cette fois-ci pour vous montrer quelque chose de plus concret, de moins universitaire. C'était à l'époque où j'étais chercheur à Paris 1. Et donc, j'ai récemment cofondé Harvester avec mon collègue Grégoire Bidot. Notre métier, c'est d'analyser les données de mise en avant sur les services de streaming vidéo à la demande par abonnement, mais pas que. Et pour ça, en fait, on collecte les données des pages d'accueil sur ces services-là. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en réalité, il y a une distinction fondamentale à faire entre l'analyse du catalogue d'un service comme Netflix qui est composé de plusieurs milliers de titres, et la page d'accueil qui va être une sélection, qui va être opérée par l'algorithme de recommandation et qui va être présentée aux utilisateurs. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment une illustration schématique, mais très concrète de ce que voit un utilisateur lorsqu'il se connecte à ce service-là. Donc nous, ce qu'on propose en réalité, c'est vraiment un nouveau standard analytique de la découvrabilité qui est basé sur cette nouvelle typologie de données. On va un petit peu plus loin en réalité, puisque on collecte non seulement des données qui vont être présentées à un utilisateur lorsqu'il se connectera pour la première fois sur un de ces services. Je mentionne Netflix, mais on le fait également sur Prime Video, Disney et des services comme Mubi qui n'ont pas forcément de stratégie de recommandation algorithmique, mais plutôt éditoriale, mais on le fait quand même. Et derrière, on va pouvoir automatiser des comportements de visionnage sur ces services-là et récolter l'effet de la recommandation algorithmique pour pouvoir en faire des analyses. Donc, je vais vous montrer rapidement, parce que je vais pas m'éterniser. J'ai bien conscience que ce sont des données un peu inintelligibles, et c'est précisément l'objet d'Harvester, c'est de les rendre un peu plus présentables. Concrètement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer un score de découvrabilité, c'est-à-dire un score de visibilité qui est calculé selon 2 critères essentiels. À la fois sa position exacte, la position exacte qu'un contenu va avoir sur l'écran, donc c'est vraiment très concret, mais également la taille que la vignette va avoir sur l'écran de l'utilisateur. Et en fait, ça nous permet de vraiment calculer de manière très simple, de donner un indicateur qui est très simple à comprendre pour savoir si oui ou non un titre a été visible ou pas. Plus il faut scroller sur la page d'accueil, plus il faut aller loin dans la recherche, moins le score sera élevé. Et donc, en fait, ça nous permet de faire des calculs très simples et surtout très intéressants, parce que ça nous permet de calculer typiquement le score de visibilité d'un contenu, mais également d'une catégorie de contenu. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre des contenus francophones, évidemment, puisqu'il y a un enjeu politique majeur. Et donc, ça nous permet typiquement de savoir, pour un utilisateur qui regarderait uniquement des animés japonais, de savoir s'il se verra malgré tout recommander des contenus francophones et vice-versa. Un utilisateur qui regarderait uniquement de la comédie francophone, se verra-t-il malgré tout recommander de la diversité coréenne ou japonaise? Donc voilà, là, il y a deux exemples. Je sais que c'est un peu biaisé, évidemment, vous vous en doutez bien. Mais sur ma page d'accueil la semaine dernière, le deuxième titre le plus visible, c'était Les 400 coups de François Truffaut avec Tomboy de Céline Sciamma. Derrière, une série de survivalistes, Alone, enfin bon.
Voilà. Donc là, on se rend bien compte que les œuvres francophones étaient 4 fois moins visibles que les œuvres anglophones malgré tout, mais je pense que sur mon profil, on peut se douter qu'ils sont quand même assez surreprésentés par rapport à la taille qu'elles occupent dans les catalogues. Je vais accélérer, je vais juste vous expliquer rapidement pour vous dire à quel point je pense que c'est important et vraiment primordial de mesurer la visibilité aujourd'hui. Il y a évidemment une asymétrie informationnelle entre les ayants droit, les détenteurs de catalogues et les plateformes de type Netflix, Prime, qu'il est vraiment urgent de résoudre. Je pense que c'est un premier pas d'avoir ces données-là pour pouvoir faire appui d'un point de vue politique, que ce soit institutionnel ou les détenteurs de catalogue, les ayants droit, les auteurs, pour pouvoir se dire, bah voilà, je suis visible, j'ai pas été rémunéré à la hauteur de ma visibilité. Il y a un exemple très concret, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un film qui s'appelle L'Odyssée, qui raconte la vie du commandant Cousteau, qui a été vendu par un ayant droit français à Netflix, et il se trouve que ce film-là avait fait un flop à l'époque en salle, enfin flop. Tout est relatif bien sûr, et je pense que l'ayant droit à cette époque-là l'a vendu en se disant bah, il a fait un flop, il n'aura pas une vie formidable sur un service de SVOD. Il se trouve que ce titre-là, L'Odyssée, il s'est retrouvé dans le top 10, quoi. Donc a priori, et cette asymétrie-là, elle est assez flagrante. Et ce que je voulais dire pour conclure, c'est qu'il y a énormément de films et de séries qui pourraient trouver leur public sur ces services-là grâce à la recommandation algorithmique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai... le rapport de force n'est pas équilibré aujourd'hui. Voilà. Merci, Steven. Bonjour. Bonjour. Lucille, alors on vous écoute. Vous n'avez pas, vous, de petite présentation, Non, mais vous j'en ai pourrez pas, donc passer je vais le y passer. clicker, il n'y a pas de problème. Alors, expliquez-nous ce que vous faites donc Oui. à la BANQ. BANQ. Préférez-vous qu'on dise banque? Non, BANQ. BANQ, je pense. Je vais le dire comme on le dit au Québec. On nous Oui. confond parfois avec les banques, donc on se fait pirater, Oui, mais quand on se rend compte que c'est pas une banque, on a moins d'enjeux après, exactement. ouais. Allez-y donc. Effectivement. Donc BANQ, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc on regroupe 3 institutions, la Bibliothèque nationale, les Archives nationales et la Grande Bibliothèque. Et le point commun de ces 3 institutions, c'est qu'on est vraiment reliés par la même mission qui est de démocratiser la culture et le savoir. Donc nécessairement, la découvrabilité, c'est un enjeu important pour nous. Ça l'est d'autant plus qu'on sait qu'en termes de notoriété, tout le monde ne nous connaît pas. On est une institution publique importante au Québec, mais d'après nos derniers sondages, peut-être 6 personnes sur 10 nous connaissent. Donc si on a un enjeu de notoriété, on a aussi un enjeu derrière de pousser un petit peu nos contenus, montrer ce qu'on a, parce qu'on a beaucoup de choses. Si je prends seulement BANQ numérique, où là où on a tous nos contenus patrimoniaux, c'est presque 3 ou 4 millions de documents présents. Donc on a des documents, mais qui ne sont pas forcément connus de tous. Donc sur la découvrabilité, on le sait depuis plusieurs années que c'est important pour nous, qu'il faut qu'on fasse des efforts là-dessus. Il y a plusieurs initiatives déjà qui ont été menées, assez différentes entre elles, mais pour vous en citer 2, on va dire. La première qu'on a menée peut-être en 2020-2021, ça a été de pousser un petit peu l'indexation de nos contenus sur BANQ numérique. Donc on a beaucoup travaillé pour améliorer l'indexation de nos contenus sur à peu près 2 millions de documents, donc un certain nombre. Et cette indexation, ça a permis d'augmenter le trafic par 3 en l'espace d'1 an et demi, ce qui est énorme pour nous. Donc c'est vraiment des travaux qu'on a voulu mener à bien parce que la base de la base, qui est de juste être présent en ligne, on ne l'avait pas encore il y a 3-4 ans. Là, on commence à l'avoir, donc on commence à avancer là-dessus. Autre initiative qu'on a aussi menée, donc là c'était plus pour les contenus de la Bibliothèque nationale, mais on le fait aussi pour nos autres piliers. Pour la Grande Bibliothèque, on peut emprunter des livres, mais on peut aussi emprunter des films, ce qui n'est pas toujours connu de tous. Donc on a beaucoup travaillé avec Mediafilm, à qui appartient la plateforme Ouvoir.ca, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est le moteur de recherche pour les films. Et en travaillant avec eux sur un jeu de données listant tous nos films, de mettre à jour nos métadonnées sur ces films, de leur fournir ce jeu de données régulièrement, ça permet justement à nos films d'être connus pas seulement via notre site, mais aussi via ce moteur de recherche-là. Donc c'est 2 initiatives très différentes, mais ça traduit un petit peu cette envie qu'on a de favoriser la découvrabilité de nos contenus, quels que soient nos contenus, que ce soit patrimonial, archivistique ou tout simplement nos collections à la Grande Bibliothèque. Merci beaucoup, Lucille. Et on va passer donc à M. Christian Roy. Christian, est-ce que vous avez une petite présentation? Oui, puis là, je suis en train de me demander est-ce que je tiens le micro de la main gauche, le clicker de la main droite? Écoute, j'ai réfléchi à ça toute la journée, mon crayon, ma feuille. À la maison, je change ma souris de côté régulièrement, pour ne pas développer des... En tout cas, je suis un geek, trop de temps d'ordinateur. Bon, OK. Je prends le clicker de la main droite. Je vais vous parler aujourd'hui de Hercule, qui est un produit, une plateforme SaaS que j'ai développée qui fait du moissonnage web. Je vais prendre 2-3 minutes pour vous expliquer c'est quoi.
45 secondes, 1 minute pour vous expliquer c'est quoi. Après, je vais surtout parler de qu'est-ce qu'on fait avec. Je pense que c'est le volet peut-être un peu plus d'intérêt aujourd'hui. Donc, rapidement, Hercule, en fait, c'est, comme je le disais, une plateforme SaaS. C'est un ensemble de petits robots d'indexation, un peu comme les robots des moteurs de recherche qui parcourent des sites web. La différence, c'est que Hercule est spécialisé dans les plateformes de livres et dans les plateformes de films. Donc, à partir d'un ISBN, dans le cas d'un livre ou d'un autre identifiant, il va parcourir Renaud-Bré ou Amazon ou Amazon Prime ou Google Play, peu importe, les grandes plateformes de distribution de ces produits-là. Et il va restructurer les données, nous créer des tableaux de bord agrégés où on a standardisé l'information qui vient de ces différents sites-là pour avoir de l'intelligence sur ce qui se passe, mais de façon très basique. À l'origine, le besoin, quand j'ai commencé à développer ça, c'en était un de contrôle qualité. Dans l'industrie du livre, ce matin, on dit les gens du livre, ils ont une ontologie, c'est super, puis tout ça. La réalité, c'est que la chaîne a toujours des glitches. Hein? Les données circulent par milliers, puis il y a des glitches. Donc, c'est un outil de contrôle de qualité, mais on s'est rendu compte qu'à moissonner le web comme ça, on accumulait de l'information qui était utile pour toutes sortes de projets. Et donc, j'y arrive, des projets concrets. Juste le temps d'ajouter une parenthèse à l'effet que Hercule, c'est aussi moissonner Google, c'est-à-dire faire des requêtes comme un humain le ferait et nous structurer des données pour analyser les résultats organiques, les résultats enrichis de Google. Donc ça, c'est un autre volet de la découvrabilité. On en a parlé depuis ce matin, les moteurs de recherche qui sont aussi importants. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Je passe l'aspect contrôle qualité, qui est, comme je disais, la fonctionnalité de base de Hercule. Je vous montre 5 projets que j'ai voulu les plus concrets possibles, où on a sorti ces données-là, on les a mis dans des outils de type Excel, dans certains cas, aussi simple que ça, ou Looker Studio, des trucs un peu plus avancés pour d'autres projets. Et on a essayé de se doter d'indicateurs qui étaient utiles, qui étaient actionnables pour des projets de découvrabilité. Pourquoi on fait ça? Moi, une de mes diapos préférées, là, si vous avez déjà vu d'autres de mes présentations, je est usée là, tellement je l'utilise. C'est la citation de Peter Drucker qui dit « Ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré ». En fait, l'idée que si on veut améliorer la découvrabilité, mais qu'on ne sait pas la mesurer, ben, on travaille, on spécule, mais après, est-ce qu'on fait du vrai travail? À voir. Premier exemple, c'est un travail que j'ai fait avec quelques maisons d'édition au Québec. L'idée d'analyser leur présence sur des plateformes par rapport à des cohortes d'éditeurs comparables. Donc là, la diapo est anonymisée, vous ne voyez pas les noms, mais l'éditeur avec lequel je travaillais, c'était celui de la barre orange-jaune dans le milieu. On a développé un indicateur de présence en disant sur une centaine d'ISBN de ton catalogue comparé à des catalogues similaires. C'est quoi le taux, à quel point on se rend à tes contenus à travers les plateformes. Puis déjà, ça, c'est l'idée de benchmarking, de dire est-ce qu'on fait bien, puis est-ce que les gens qui nous inspirent finalement font aussi bien, font mieux, et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Autre exemple, dans le même ordre d'idée, cette fois-ci, ce n'était pas l'idée de comparer nécessairement. Bon, il y avait un élément de comparaison avec d'autres maisons équivalentes, mais c'était l'idée de dire est-ce qu'on a la même visibilité, la visibilité, c'est une des composantes de la découvrabilité, sur des plateformes nationales différentes. Donc, on a comparé la visibilité des livres. La visibilité dans Hercule, un des indicateurs qu'on a, c'est le nombre de rayons numériques dans lequel se trouve un livre. Si le livre est seulement dans la catégorie fiction, il est beaucoup moins visible que s'il est dans fiction, fiction science-fiction ou fiction historique, romantique, 17e siècle. Donc, le nombre de rayons, pour nous, devient une métrique qu'on intègre dans ces indicateurs-là. Puis là, bien, avec cet éditeur-là, on a constaté que sa visibilité était beaucoup plus faible sur Amazon France que sur Amazon Canada. Puis ce qui peut amener à dire, bien, je vais appeler mon distributeur en France parce que ce n'est pas un flux de métadonnées, là, c'est des fichiers qui sont transférés. Puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as juste mis dans la fiction ou on a, nos mots-clés puis nos codes de classification se rendent-ils? Donc, autre exemple de ce qu'on peut faire à partir du moment où on constate, on moissonne ce qu'il y a sur le web, on le structure et on l'analyse. Troisième projet, celui-là était moins réfléchi du point de vue d'un seul ayant droit, mais qui était plus réfléchi d'un point de vue d'un écosystème. C'est un projet que j'ai mené avec l'équipe de la coopérative des librairies indépendantes du Québec, où on a décidé de faire un état des lieux du référencement web du livre. On s'est demandé qui existe dans le web quand on fait des requêtes associées au livre. Donc, on a identifié à peu près 400 requêtes associées au livre, des titres, des noms d'auteurs, des noms de collections, des thématiques, ainsi de suite. Puis, on les a envoyées. On a fait ces requêtes-là dans Google à plusieurs reprises, espacées de quelques mois. Et on a analysé tous les résultats organiques. On les a compilés dans des catégories. Évidemment, je dis « on », mais c'est des robots qui ont fait ça. Oui, des humains qui ont guidé un peu, là, mais on a automatisé tout ça. Pour être capable de se doter de plein d'indicateurs, là, je vous en montre un qui dit
qui occupe l'espace. Donc, dans les moteurs de recherche pour un consommateur qui cherche des choses sur les livres, qui occupe l'espace? Puis bon, la librairie, de façon générale, occupe le tiers, presque le tiers. Les bibliothèques sont très peu présentes. Là, c'est la petite bande mauve dans le schéma-là. Les médias sociaux sont évidemment super présents. Puis après, quand on segmente ces données-là, on constate que les médias sociaux prennent encore plus de place dans les requêtes associées aux auteurs, ce qui n'est pas illogique. Les auteurs sont présents sur ces médias sociaux-là. Et ça, après, permet justement de dire comment on se positionne, puis évidemment de creuser après ça du point de vue de chacun des sites, de dire c'est quoi ma part de marché ou ma part de visibilité, ma part de découvrabilité dans cet écosystème-là. Autre exemple, je vais rapidement. Je travaille avec l'agrégateur-distributeur H264 dans le secteur de l'audiovisuel. H264, Jean-Christophe, que je salue. Oui, je salue Jean-Benoît aussi des libraires en haut. Je vais passer rapidement. H264 a développé un protocole d'activation de la découvrabilité. C'est-à-dire, quand on prend un film en distribution, on va faire du travail pour qu'il soit découvrable. Puis on s'est donné une méthodologie de dire une fois par semaine. Donc, les bandes dans ce graphique-là, c'est des semaines distinctes. Une fois par semaine, on cherche quelque chose associé au film, typiquement son titre, mais ça va être d'autres choses, sur Google. On analyse l'ensemble des résultats, puis on classifie dans les bandes noires des choses qui n'ont pas rapport à notre film, puis les bandes de couleurs, c'est des choses qui ont rapport à notre film. Je simplifie, là, c'est un peu plus compliqué que ça. On voit l'évolution dans le temps. L'application du protocole augmente l'espace coloré, diminue l'espace noir, l'espace perdu. Ce qu'on espère, c'est de faire culminer cet indicateur-là au moment où on en a besoin dans le cycle de commercialisation du film. Puis tu vas te rendre compte que si ça ne lève pas comme on veut, il faut peut-être travailler plus fort ou il faut réactiver nos actions. Dernier projet concret dont vous avez peut-être déjà entendu parler un peu. Il y a la doctorante Joanie Grenier à l'Université de Sherbrooke qui fait un travail au doctorat sur la découvrabilité du livre québécois en ligne, notamment essayer de comparer cette découvrabilité-là sur les plateformes québécoises, les plateformes françaises. Donc, même chose, Joanie a utilisé des données qui ont été moissonnées par Hercule sur 5 plateformes de librairie en ligne pour plus de 4000 ISBN. Puis c'est ces données brutes-là qu'elle va utiliser pour faire son analyse. Les résultats ne sont pas publiés, je ne suis pas au courant. Je ne peux pas malheureusement vous annoncer les grandes conclusions de ça, mais ça s'en vient. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous quatre. En fait, vous nous offrez effectivement déjà un regard, une certaine visibilité sur ce que ça pourrait vouloir dire exactement d'augmenter la découvrabilité. Donc, vous avez parlé d'enrichir, évidemment, l'indexation, d'optimiser le référencement dans les moteurs de recherche, mais aussi au sein même, en fait, de certaines plateformes pour s'assurer qu'on est mieux décrit, mieux positionné, d'utiliser d'autres mots-clés, etc. Donc, tout ça, on comprend mieux, donc, l'idée que vous parvenez effectivement, visiblement, à accroître un peu la découvrabilité de ces produits-là, mais parlons un peu des stratégies derrière. Donc, comment concrètement, après, on peut faire, vous avez parlé un peu donc du protocole de découvrabilité où est-ce qu'on est capable d'identifier les espaces inoccupés et donc on est en mesure peut-être de déployer, mais parlons de ça, de ces stratégies qu'on peut déployer ensuite pour améliorer cette découvrabilité-là. Par exemple, Lucille, vous êtes, est-ce que vous descenderiez, par exemple, d'un point de vue de granularité, maintenant que vous avez réussi à augmenter la notoriété d'abord de la BANQ en général, de certaines de vos collections, iriez-vous aussi loin que de travailler le positionnement de certains titres? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, on n'est peut-être pas rendu à ce niveau-là. Nous, en termes de démarche, on est une petite équipe, donc on cherche déjà à avoir quelque chose de simple à utiliser et à expliquer aussi derrière. Donc, en termes de démarche, on est un peu à deux niveaux pour tout ce qui est les mesures derrière. Donc, d'un côté, on va être très macro sur le côté, c'est quoi notre objectif à long terme sur les prochaines années en termes de découvrabilité. Ça va être par exemple de se dire on veut augmenter notre visibilité, donc la visibilité ce serait le nombre d'indexations faites, on veut augmenter la consultation, donc l'indicateur ce serait le nombre de consultations. Mais ça c'est très macro. Donc ce qu'on fait pour être aussi micro sans aller trop loin non plus, c'est on va commencer avec des travaux un petit peu plus expérimentaux. On va partir d'une collection spécifique
de nos documents patrimoniaux et essayer de voir sur cette collection, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres indicateurs et voir comment ces indicateurs vont évoluer dans le temps, mais des indicateurs relativement simples pour qu'on puisse les suivre. Je prends par exemple sur les 5 dimensions de la découvrabilité. Pour la présence, on va regarder l'indexation parce que c'est facile à obtenir avec Google. Pour la visibilité, on va regarder le nombre d'impressions parce que c'est facile aussi à obtenir avec la Search Console de Google. Pour la recommandation, on va regarder ce document spécifique, par exemple ce recueil de chansons sur BNQ numérique, est-ce qu'il a été partagé sur les réseaux sociaux, qui est quelque chose de très simple aussi à récupérer comme information. Sur la notion de consultation, on va voir combien de fois il a été consulté, et sur la notion de transaction, on va voir combien de fois il a été téléchargé. Ça, c'est 5 dimensions très simples de la découvrabilité, mais on va commencer par là parce que ça nous donne déjà un benchmark, une idée de départ de qu'est-ce qu'on est capable de mesurer pour un même contenu. Mais encore une fois, là, vous venez de vous référer à des éléments un peu comme Christian que vous parvenez à voir sur l'ensemble des comportements qui se produisent sur le web en relation et en interaction avec les titres, par exemple, vos collections, etc. Mais vous, Steven, par exemple, là, vous parlez de la découvrabilité ou de la visibilité de titres qui sont sur des plateformes fermées. Quand on dit ça, c'est facile, on a la donnée par Google, c'est pas le cas quand on mesure sur Netflix, j'imagine. Non, c'est clair. Et je pense que c'est important de rappeler, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est tous les 4 ici, qu'il y a quand même des logiques assez différentes dans les industries culturelles. L'industrie musicale, c'est quand même pas les mêmes logiques que dans l'industrie audiovisuelle. L'industrie audiovisuelle, c'est plutôt un milieu fermé, alors que n'importe quel artiste a la possibilité de se distribuer sur Spotify ou Deezer en France via un distributeur pour accéder à une plateforme de SVOD. C'est toute autre logique. Et donc, nous, chez Harvester, c'est effectivement, on analyse un circuit qui est fermé. On n'a pas vocation à aller observer ce que fait par exemple Christian avec Hercule sur les moteurs de recherche. Et d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait complémentaire. Nous, on mesure vraiment la visibilité, effectivement, sur ce qui est présenté à un utilisateur à un instant T ou suite à l'effet de la recommandation algorithmique. Fait qu'à la limite, ça ressemble plus à un outil diagnostique. Une fois que vous Ouais. avez pris cette photo, Ouais, tout à fait. l'utilisateur client là, de Harvester, une fois qu'il prend connaissance du positionnement ou de la visibilité ou non de son titre dans le catalogue Netflix, qu'est-ce qu'il fait à partir de là? Qu'est-ce que ça lui permet de faire pour Je suis pas travailler sûr que l'utilisateur, je suis pas sûr que ce soit vraiment une information utile pour un utilisateur de savoir, si ce n'est que, en effet, quoi qu'il arrive, la recommandation algorithmique ou une plateforme, n'importe laquelle, que ce soit Spotify ou Netflix, ça reste des outils qu'il est important de savoir maîtriser si on veut effectivement améliorer sa propre recommandation et pouvoir accéder à de la nouveauté. Tout à l'heure, je crois que c'est Anna qui parlait du mythe de la bulle de filtre. C'est important de le rappeler parce que force est de constater que toutes ces plateformes-là proposent systématiquement une porte de sortie pour aller ailleurs que dans de ses propres habitudes de consommation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ben, oui, en partie, mais ce que je veux dire, c'est que ça, je le comprends bien si on est l'utilisateur-consommateur du film à la demande, d'essayer de dire comment je peux travailler pour que la plateforme commence à me recommander des choses qui sortiraient peut-être un peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le producteur derrière le film qui se trouve sur cette plateforme-là. Comment peut-il optimiser, lui, un peu à la manière dont font les labels avec Music Tomorrow, comment lui peut optimiser Je pense que le premier pas, c'est déjà d'objectiver, parce que ces données-là, elles n'existaient pas avant. Donc c'est tout nouveau. Contrairement à l'industrie musicale qui a fait ce travail-là depuis déjà quelques années, l'industrie audiovisuelle découvre un peu, je pense, j'en suis même quasi certain, ces questions-là, c'est logique de mise en avant, contrairement au catalogue. C'est tout nouveau en termes d'un point de vue analytique. Ouais, déjà qu'on sache. C'est ça, la première étape, savoir, c'est un peu ce que vous disiez. D'abord, émerger, c'est un des panélistes ce matin qui utilisait ce terme. D'abord, il faut émerger, devenir visible, et puis ensuite, déjà, comprendre où on se trouve, et puis après, on peut agir peut-être alors. Oui, et puis je pense qu'il y a une différence majeure entre la musique et l'audiovisuel ou l'édition. C'est que dans la musique, c'est un contenu répété. Donc la consommation d'une chanson, si on l'aime, on va l'écouter potentiellement des milliers de fois au cours d'une vie. C'est très différent pour un film. Les films aussi.
Non, moi, je fais ça. Un millier. Beaucoup de siestes alors. Ok. Non mais voilà, donc ça veut dire que la répétition d'un film va pas être du tout dans le même horizon temporel. Enfin, du coup, on n'est pas du tout dans les mêmes modes de consommation. Donc, ne serait-ce que la réflexion autour de l'influence, enfin la logique que j'applique dans la musique, il faut complètement changer de logique si on veut la transposer. Enfin, il faut complètement changer la façon dont on l'appliquerait dans d'autres domaines, quoi. Mais vous avez aussi un avantage majeur, c'est que vous avez accès aux API de ces plateformes-là qui vous fournissent ces informations avec lesquelles vous êtes en mesure de travailler. C'est ça. Avec ces données, je veux dire. Exactement. Les plateformes, enfin les grandes plateformes ont des API ouvertes. Donc, par exemple, Spotify et Deezer ont des API ouvertes où effectivement on peut accéder à de la donnée structurée. Donc, on peut facilement accéder à un artiste, à toute sa discographie, avec de la donnée structurée sur toutes les chansons, etc. Donc, évidemment, c'est imparfait, mais au moins on a accès facilement, déjà ne serait-ce qu'à leur catalogue. Donc déjà, même si nous, on voulait même transposer dans la musique à YouTube, ce serait moins simple puisqu'il n'y a pas de données structurées sur YouTube. Pas comme ça, en tout cas. Mais malgré tout, tout n'est pas disponible par les API. Donc, dans notre modèle, on utilise les deux. En fait, on utilise effectivement leurs API pour récupérer en fait, les données de base sur les artistes. Mais on fait du moissonnage aussi parce que quand on veut récupérer pour reboucler sur les indicateurs, quand on veut par exemple savoir à quel point un artiste est exposé auprès de quelle niche, il faut qu'on regarde les playlists algorithmiques, les radios, les mix artistes, les radio artistes, etc. Il faut qu'on regarde si une chanson elle apparaît dedans. Et c'est ça par contre c'est pas disponible dans les API. Donc il faut quand même qu'on aille moissonner en fait ces données-là. Donc on a une approche hybride où on combine les deux. OK, donc pour revenir à ce que vous disiez, en fait, c'est très complémentaire. Et vous, définitivement, avec Hercule, vous êtes dans le moissonnage du web. Quels sont les avantages, les inconvénients de telle approche? Un peu comme Music Tomorrow, on est dans une approche hybride probablement inversée, en ce sens que c'est une Davantage dominante de de moissonnage. moissonnage quand on peut une API. À la question de c'est quoi les avantages de moissonner, j'ai le goût de répondre, il n'y en a pas vraiment. Entre nous, c'est un plan B vu l'absence d'API. En fait, le seul avantage, c'est de pouvoir faire des choses qui seraient impossibles de faire parce qu'on n'a pas d'API. Mais sinon, en termes techniques, on préférait avoir un on API préférerait ouvert. grandement avoir une API complète, détaillée, facile d'accès, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est plus un non-choix qu'un choix. Ceci dit, il y a quand même un avantage philosophique qui est, parce qu'il y a certains services où je moissonne un peu des deux, puis le fait de moissonner le web, on voit ce qu'un consommateur verrait pour vrai. Dans le cas d'Hercule, on simule un navigateur vierge, pas de cookies, pas d'historique, ainsi de suite. C'est vraiment comme un nouvel usager. Puis ça, c'est quand même avantageux parce que des fois, les API vont retourner plus de données, mais au final, sur la page, il y en a un certain nombre qui va être... donc, par exemple, la liste des recommandations, il y en a 25 que l'API retourne, mais l'interface choisit les 5 premières. Donc, ça peut être avantageux là, de faire d'un côté moissonnage, mais sinon, pour le reste, en termes de coût, en termes de maintenance, on préfère les API, c'est sûr. Dans les grandes différences aussi, j'imagine, entre le secteur musical et audiovisuel, Steven, c'est que vous dites, nous, on a accès au catalogue, mais les catalogues, ils changent grandement, en fait, d'une plateforme audiovisuelle à une autre selon les territoires. Oui, c'est vrai que déjà, nous, on n'a pas d'API. Donc, tout ce travail de structuration de la donnée, on le fait à la maison, dans des bases de données. Et c'est vrai que ce qu'on ne voit pas là, ici, mais c'est qu'il faut restituer cette donnée qui est logiquement, un peu inintelligible de base. La visibilité, c'est quoi? Comment on la restitue aux utilisateurs, aux opérateurs. Donc, on fait tout ce travail-là. Et, pardon, j'ai oublié la question. Non, mais qu'il doit y avoir des particularismes entre Ouais, c'est les vrai. régions. Et donc, en effet, nous, on les travaille catalogues ne dans sont pas les mêmes là, au niveau des droits. des catalogues fermés. Et il y a des logiques territoriales très, très fortes, contrairement à l'exhaustivité des catalogues de streaming musical. Le catalogue de Netflix en France et au Canada et aux États-Unis est fortement différent. En France, on a la chronologie des médias, etc., qui fait qu'un titre va mettre 3 ans à arriver, un petit peu moins maintenant, sur Netflix, sur un service de streaming. Et donc effectivement, les utilisateurs accèdent à des choses très, très différentes. Très différentes d'un Ouais, endroit tout à à fait. l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse à la BNQ? En fait, est-ce que cette réflexion autour de qui j'atteins
dans mon territoire versus qui on atteint plus largement, qui par ailleurs, d'un point de vue de, vous m'excuserez le terme marketing, mais de rayonnement de la marque, n'est pas mauvais non plus, mais est-ce que vous êtes soucieux de ça? Oui, complètement, parce qu'un des enjeux qu'on a, c'est que BNQ, on est situé à la base à Montréal pour la grande bibliothèque, mais on dessert tout le Québec. Donc, on a un enjeu de se dire, est-ce que tout le Québec, tous les Québécois arrivent à accéder à nos contenus et pensent à aller sur ces contenus-là? Donc, effectivement, il y a un enjeu de savoir d'où viennent toutes ces personnes-là. Si je peux me permettre, j'aurais une petite question, parce que je trouve ça super intéressant par rapport au moissonnage, que nous, on n'est pas encore rendu là, mais c'est intéressant de voir ce qui se fait. Ce serait quoi pour vous le plus gros enjeu que vous avez au niveau du moissonnage? Est-ce que ce serait l'harmonisation de toutes les données que vous récupérez ou juste d'accéder à la donnée parce que tout le monde ne vous y donne pas finalement accès? Je pense que c'est la maintenance. Parce qu'en fait, quand on fait du moissonnage, on est très tributaire des changements sur la plateforme qu'on moissonne. Et donc, c'est la source d'angoisse numéro 1. C'est-à-dire qu'il bouge une virgule dans le modèle du document et nous, ça casse notre modèle chez nous. Donc, le principal challenge, c'est plutôt la maintenance et éventuellement le choix de retirer certaines données. La pérennité aussi des données qui sont exposées. Christian, vous semblez être assez d'accord avec ça. Je suis 100% d'accord. Je ne redirai pas la même chose dans des mots différents. J'ajouterai aussi parfois les dispositifs anti-bots. Il y a comme certaines plateformes de librairie en France en particulier, je pense à une chaîne importante, qui a un genre de... Ils veulent être indexés par les Google de ce monde, mais ne veulent pas être moissonnés par autres types de robots. Et donc là, il y a des dispositifs techniques super difficiles, des bloqueurs en fait. Mais je suis d'accord que le numéro 1, c'est quand même la maintenance, après la question des blocages. Juste sur la maintenance, c'est vrai que nous, pour répondre à cette problématique-là, parce qu'on a été confrontés, on a été tributaire effectivement du changement de code de Netflix, Prime, Disney et que sais-je, France Télévisions, enfin tous les opérateurs le font. Et en fait, c'est pour ça que nous, on collecte essentiellement des coordonnées géographiques sur ces plateformes-là, ce qui nous permet d'avoir un script beaucoup plus souple, beaucoup plus flex et qui s'adapte en fait au changement de structuration de ces homepages-là. Donc en fait, il y a des solutions techniques qui existent quand même, mais il faut y passer beaucoup de temps et d'énergie. Et souvent, c'est vrai que quand on est tout petit, on galère. L'histoire comique que je raconte toujours, c'est que quand j'ai lancé Hercule, j'étais tout fier d'avoir un moissonneur sur Renaud Bré. Les gens au Québec connaissent la chaîne de librairie. Et Renaud Bré a lancé une refonte complète 2 jours après mon lancement. Puis, tout est à refaire, c'est ça. Mais c'est anecdotique, ça fait partie du métier. Il faut vivre avec. Et oui, il y a plein de solutions pour le contourner, mais c'est ça le métier de moissonneur web. OK, très intéressant. Mais je voudrais revenir donc, puis ça nous donnera l'occasion de retoucher peut-être à cette histoire de protocole de découvrabilité et tout ça, parce que c'est intéressant aussi de l'inscrire donc dans une démarche qui est structurée, qui est systématique. Mais je voudrais revenir sur un élément que toutes les deux avez indiqué, notamment auprès des populations, vos clientèles cibles, si vous me permettez. C'est évidemment, c'est intéressant de savoir que notre produit ou notre marque rejoint, c'est-à-dire est visible, rejoint un bon nombre de personnes, mais comment on s'assure qu'on touche les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes susceptibles d'acheter un album ou de venir emprunter ce livre-là ou ce roman-là à ce moment donné. Donc, le bon utilisateur ou utilisatrice, comment on s'assure, elle, de la toucher? Oui, si tu permets. Oui. Effectivement, quand on parlait de mesures de la découvrabilité, donc effectivement, il y a les indicateurs globaux de à quel point est-ce que je suis visible globalement, et là, ça peut être un volume d'impression ou un volume de stream, en l'occurrence dans la musique. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment important, enfin, ce qui va compter à la fin, c'est est-ce qu'on est recommandé auprès du bon public. Et un exemple dans la musique, enfin moi, un des exemples sur lesquels on a travaillé qui était assez drôle, c'est un groupe de métal suédois qui fait donc, comme vous pouvez imaginer, du métal électrique, quoi, qui a une balade acoustique, mais qui se retrouve, donc cette balade acoustique playlistée dans une playlist guitare au coin du feu. Et donc voilà, vous avez compris ce qui s'est passé. Vaste malentendu algorithmique. Donc cette balade marche beaucoup plus fort, pas sur le même type de stream, sur des streams passifs, mais du coup très exposé dans cette playlist éditoriale et puis avec une audience niche de métal en Suède. Et donc le groupe s'est retrouvé exposé et recommandé auprès des auditeurs de cette playlist.
Et donc Qui ont été évidemment, rapidement déçus. catastrophe, évidemment. Catastrophe. Et ça arrive, donc c'est pour ça que des fois vous vous plaignez de vos recommandations, ça peut arriver, c'est des cas assez en fait classiques. Mais effectivement, c'est le cas typique de ah bah super, je suis très visible, mais en fait c'est pas du tout le bon public pour moi. Donc finalement, on va chercher plus la qualité du public. Et ça, effectivement, des outils comme le nôtre, ça permet de voir justement où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on est recommandé et de corriger le tir si jamais on voit que ça peut expliquer, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a des volumes de stream algorithmiques faibles. C'est qu'en fait, on s'est retrouvé recommandé aux mauvaises audiences. Du coup, l'algorithme a appris que vous n'étiez pas très recommandable et donc vous a pénalisé. Donc la question après, c'est effectivement, il y a une vraie notion d'inertie algorithmique. Donc pour corriger le tir en fonction de la taille de l'artiste, le travail n'est pas le même. Mais effectivement, il y a cette vraie question de quel est le bon public. Non, j'ajouterais qu'effectivement, il y a ça. Nous, c'est presque l'étape 2 finalement pour nous. La première étape étant d'être présent et d'être visible. Et rien qu'à ce niveau-là, on a déjà des enjeux qu'on n'avait pas anticipés en termes de présence. Je pense notamment, il y a encore 2 jours, le Devoir, pour qui on a des contenus du Devoir sur BNQ numérique, qui nous a demandé de retirer l'indexation de ces contenus via les IA génératives parce que ça pose des enjeux de droit d'auteur et de droit de propriété intellectuelle. Donc, c'est des enjeux qu'on n'avait pas anticipés. Parce que nous, on était partis sur l'idée on va indexer le plus possible nos contenus pour que ce soit au moins présent en ligne. Et on verra ensuite pour les prochaines étapes de est-ce que ça atteint la bonne personne. Donc, c'est des enjeux qu'on n'avait pas anticipés. Et en ayant ça, il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est si on le fait, on retire pour le Devoir, est-ce qu'on ne devrait pas retirer ces accès aux IA génératives pour les autres contenus qu'on propose sur BNQ numérique pour être le plus transparent possible et traiter tout le monde de la même manière. Et la deuxième question, on va encore plus loin. Est-ce que si on a cet enjeu aujourd'hui pour les IA génératives, demain on n'aura pas la même chose pour les bots, les indexations qui viennent des moteurs de recherche finalement. Donc des enjeux qu'on n'avait pas anticipés, mais où on a déjà en enjeu finalement la première étape qui est juste d'être présent en ligne. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, après tout cet effort d'étendre votre indexation, vous êtes en train de ramener un petit peu. On se pose la question, effectivement. Intéressant. Parce qu'effectivement, être visible et être très visible peut entraîner d'autres incidences. Puis aussi, être visible, ça ne veut pas dire être consommé. Donc, revenons en fait, Christian, à cette idée d'un protocole de découvrabilité. Certes, aller occuper l'ensemble des espaces possibles me semble une excellente première stratégie. Mais ensuite, comment faire pour s'assurer et comment on mesure aussi le retour, c'est-à-dire la conversion, hein? Ils sont venus à la bibliothèque, il a acheté l'album, il a regardé le film. C'est une bonne question. Lucille, tantôt, parlait de 5 piliers de la découvrabilité, puis les 2 derniers étaient plutôt orientés sur la consommation. Je pense que dans un monde idéal, on essaierait de avoir, à travers des tableaux de bord, tous ces indicateurs-là, ceux qui sont plus orientés sur présence, visibilité, recommandation, puis après, les conséquences, donc engagement, consommation, je ne sais plus si c'était les termes exacts, puis de trouver des corrélations entre tout ça. En même temps, peu importe les protocoles qu'on applique, tout ça, il y a un moment où il ne faut pas charrier sur les chiffres. Je m'excuse pour les... faut pas trop mettre... Exagérer. C'est super important de suivre des KPI, c'est essentiel, mais après, il y a des actions qu'on fait qui n'auront pas d'impact immédiat, mais qu'il faut quand même faire. Puis il y a des actions qu'on fait qui ne vont pas générer forcément tout de suite un clic, mais on a fait pendant des années du marketing sans pouvoir mesurer, mais il y a comme des consensus sur certaines choses. Donc, là, j'ai l'air de prêcher contre la paroisse de l'idée de non, je suis pour ça, là, ça en prend des indicateurs, il faut les regarder, il faut les suivre. Après, il y a un bout où est-ce que la corrélation va être forcément instantanément sur de la consommation, sur du clic? Peut-être que oui, puis ça peut être une bonne façon de dire est-ce que mes actions vont dans le bon sens, mais il faut aussi voir le portrait. Après, il y a d'autres raisons, peut-être plus collectives, comme on parlait au premier panel de ce matin, de vouloir mesurer cette présence et cette visibilité pour des raisons justement d'assurer une visibilité, un rayonnement culturel, identitaire, linguistique, etc. Donc, ma dernière question pour vous, rapidement, dernier tour de table, pour savoir comment, une fois qu'on a commencé donc à mieux saisir la présence et mieux mesurer ce rayonnement qu'ont vos marques, les titres de vos clients, etc., comment maintenant faire remonter, est-ce qu'il ne serait pas louable, souhaitable qu'il y ait une visibilité aussi auprès des instances publiques pour que ces organisations-là, puis ces ministères et tout ça puissent eux aussi prendre des décisions conformément à
meilleure compréhension de la présence et du rayonnement. Comment on parvient à ça? Est-ce que c'est souhaitable déjà? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que vos clients vous l'autoriseraient? Comment on fait? Si je peux répondre de façon super courte, est-ce que c'est souhaitable? Bien sûr. C'est vertueux, puis je pense que c'est à l'avantage de tout le monde. Comment on fait après? Ben là, les mécanismes, il faut juste en parler. Tu sais, ça peut être aussi en contrepartie de je t'aide, ben, donne-moi des chiffres, tu sais, donne-moi de la donnée. Et ce matin, il y a des gens qui ont parlé de l'idée de faire des prototypes, de faire de la R&D, de se donner le droit à l'erreur, d'essayer des choses. Moi, je pense qu'il faut se lancer, il faut en faire des prototypes, il faut en faire des projets expérimentaux. Puis oui, on va se planter des fois. Mais une fois sur 10, on va avoir une pépite sur laquelle on va construire. Puis peut-être qu'en mettant 20 de l'effort, on va avoir 80 du résultat, puis on va savoir si c'était utile ou pas. Puis après ça, on mettra l'autre 80 ou l'autre 150 parce que les projets informatiques, des fois, ça... Mais on mettra ce qui manque pour arriver à ce qu'on cherchait. Mais moi, je le vois comme ça. Très bien. Merci, Lucille. Exactement, je pense qu'il faut y aller en mode essai-erreur, très expérimental, commencer petit, voir si ça fonctionne, puis peut-être agrandir, donc commencer peut-être simple. Et après, on verra si on peut enrichir un peu pour être plus précis et gagner en intérêt dans ce qu'on communique. Très bien. Steven? Je pense qu'en tout cas, dans l'audiovisuel, le jackpot analytique, si je puis dire, c'est la mesure d'audience cumulée à la mesure de la visibilité. Ouais. La mesure d'audience arrive en France avec Médiamétrie en 2024. Ça arrive aussi au UK et aux États-Unis avec Nielsen et Barb. Et dès lors qu'on aura ces deux critères cumulés, je pense que ce qu'il faudra faire, le rôle des institutions à ce moment-là, le rôle des ayants droit, c'est de mieux négocier d'un point de vue contractuel la visibilité. Et peut-être envisager une rémunération proportionnelle, voire selon la visibilité. Je pense que c'est vraiment le levier à venir. D'ajouter ce critère-là, en fait, à nos leviers de négociation et de valorisation des contenus. Ouais. Au-delà de l'audimat, de la cote d'écoute, de pouvoir aussi ramener le critère de visibilité, de présence. Lorsqu'on mesure l'audience à la télévision, on connaît la chaîne et l'heure de passage, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui sur un service de SVOD. Intéressant, merci. Julie? Oui, je rejoins tout ce qui a été dit et je trouve qu'il y a un intérêt évidemment sur les mesures de diversité parce que personnellement, nous, on est forcément biaisés. On a une vue que par le prisme des labels avec qui on travaille. Donc, on est encore trop petit pour se dire, allez, on va regarder tout le monde, même si ce serait potentiellement un rêve. Mais voilà, donc les institutions peuvent aussi se jouer ce rôle-là, notamment sur les questions de diversité et en termes de faisabilité, en tout cas dans l'industrie musicale. La faisabilité n'est pas une question technique, c'est plus une question politique de plateformes privées qui acceptent ou non de partager ces données-là, puisque ces données, elles existent et elles sont partagées entre acteurs. Donc, il faut avoir les bonnes incentives pour le partage de ces données en vue de ces études-là. C'est intéressant que vous parliez d'incentive ou en fait d'incitatif plutôt que de coercition, parce qu'on voit que des fois, ils réagissent un peu mal quand on leur impose certaines règles. Quoi qu'il en soit, merci infiniment pour ces partages d'expériences donc qui nous permettent vraiment de mieux comprendre comment on peut commencer à allier et peut-être parler algorithme pour être en mesure de mieux se positionner face à ces systèmes techniques. Puis on me fait signe de OK, on va à la pause. Écoutez, c'était le 4e panel. Merci infiniment. Merci beaucoup. On se fait une dernière petite pause de 10 minutes, puis ensuite, ce sera une rafale de découvertes avec mon projet en 5 minutes.